Je voudrais d'abord vous remercier à vous, à toi, et Sabine, et aussi à Étienne de m'avoir invité à être ici à la salle 102, où c'est vrai que j'y étais auparavant, j'y étais comme chercheuse il y a quelques années, et c'était encore le professeur Bertrand Ansel qui était là, et maintenant, bon, j'aurais mieux aimé être avec vous personnellement, mais ça n'a pas marché. Et c'est pas tellement la charge de travail, c'est que les rythmes n'est plus les mêmes lorsque l'on travaille à l'université, lorsque l'on travaille à la cour. Euh, il faut s'habituer au rythme de la cour. Donc, s'il y a une audience, il faut y être. S'il y a, et donc, disons que une chose qui manque un peu lorsque l'on vient de l'université, c'est justement la liberté que l'on a comme universitaire. Je ne crois pas qu'il faut expliquer les titres de l'intervention et l'intervention elle-même non plus, parce que l'on connaît tous déjà l'article 79 du règlement, selon lequel la Commission aurait dû présenter déjà les mois derniers une étude, une évaluation sur l'application du règlement. Donc, cela, il ne faut pas l'expliquer. Peut-être il va falloir expliquer un peu, en guise d'introduction, et ma perspective de quoi ce que je peux parler ici. Parce que, en fait, j'aurais aimé pouvoir parler déjà de l'évaluation de la commission. Je suis sûre, parce que c'est clair et parce que c'est dans l'ADN de la commission, que après cette étude d'application, elle va proposer des changements, des modifications. Donc, j'aurais voulu aussi parler de ces modifications. Mais, bon, la commission n'a rien fait du tout pour l'instant, que l'on sache. Lorsque l'on regarde même les plans de travail de la commission de l'année 2022, qui a été publié l'an dernier en octobre 2021, et on n'y voit rien sur l'étude sur l'application du règlement. Ce n'est pas que la commission n'ait rien fait, parce qu'on sait aussi que le mois de juillet dernier, la commission avait déjà proposé l'adhésion, l'accession à la convention de l'AE sur le jugement. Et après le mois de décembre, elle a travaillé sur la numérisation et là, elle parle au niveau de la coopération pénale, mais aussi civile. Donc, ce n'est pas que la commission n'ait rien fait, mais du côté de cette étude d'évaluation, de cette étude de l'application du règlement, non, elle ne l'a pas fait. Donc, c'est que il y a des différents pas que la Commission doit suivre lorsqu'elle propose ou lorsqu'elle est forcée à faire une étude d'évaluation qui sont établis par un accord institutionnel de 2016 qui s'appelle Mieux légiférer, que peut-être vous connaissez. Et d'après cet accord interinstitutionnel, il aurait fallu, ou il faut encore, je ne sais pas, que la Commission publie d'abord une feuille de route où elle doit proposer ou dire ce qu'elle va faire. Après, il faut qu'il y ait une direction générale qui prend les rôles leaders de l'évaluation, mais il faut aussi que l'on pense à une évaluation interservice, donc à inviter d'autres directions générales dans la commission pour voir comment les propositions que la Commission pourrait faire si elles vont avoir un impact quelconque sur d'autres domaines législatifs de l'Union européenne. Après, la Commission doit contacter des fournisseurs de services, donc des contracteurs, qui vont faire l'étude et qui va être publiée. Et il va falloir aussi faire une consultation pendant au moins 12 semaines publiques. Et là, j'imagine qu'il y aura pas mal d'auteurs, pas mal de doctrines qui prendront la parole et réagiront à ce que la Commission propose. Et après tout ça, il faut préparer un staff working document. Donc, et c'est à la fin qu'on va publier l'étude d'application du règlement. Donc, tout ça pour dire que pour l'instant, j'essaie
que la Commission a déjà contacté quelques entreprises pour faire cette étude. Et je ne le sais pas parce que ce soit public, mais parce qu'il y a eu des entreprises qui ont déjà contacté des chercheurs pour leur demander de participer dans l'étude. Et j'imagine que si l'on est encore à cet stade, on n'aura pas l'étude d'évaluation avant l'évaluation de l'application du règlement avant l'année prochaine, vers la moitié de l'année prochaine. C'est mon idée à moi, mais ça m'étonnerait. Donc, c'est à cause de cela que, bon, je ne peux pas parler de l'évaluation de l'application du règlement. Et lorsque je me suis penchée sur la question, il y a eu des questions qui me sont venues à la tête sur l'évaluation elle-même. Il faut faire un dessin, il faut réfléchir sur comment est-ce qu'on va faire l'évaluation. Et j'imagine que la Commission a déjà réfléchi sur où est-ce qu'elle va trouver l'information, donc les sources, et après comment est-ce qu'elle va traiter ces données, quels vont être les critères d'évaluation. Donc moi, j'ai essayé de faire ça aussi, et seulement après, je me suis dit, bon, on va peut-être imaginer comment est-ce qu'on va réagir à une évaluation positive ou pas trop négative, et du point de vue de la technique législative et aussi sur les fonds. Cette perspective, dans la perspective de l'évaluation et aussi la perspective des réactions, il fallait l'ancrer ou la placer dans des coordonnées précises parce qu'on ne peut pas parler de toute l'Europe, mais je ne voulais pas non plus parler de l'Espagne. Donc, je me suis dit, puisque mon environnement de travail à présent est la Cour, et je vais à chaque fois essayer de parler du point de vue de la Cour et essayer de proposer des illustrations qui sont prises des demandes de questions, des demandes de décisions préjudicielles ou bien de la jurisprudence de la Cour. Pourtant, il est bien entendu que mon opinion est toujours mon avis, je ne représente pas la Cour et que je ne fais pas ici une évaluation de la Cour non plus. C'est clair que puisque la Cour est une espèce de continuation du législateur, la jurisprudence s'inscrit dans la continuation de la législation. La Cour est évaluée en même temps que le règlement est évalué. Mais moi, ce n'est pas mon point de vue. Ce que je veux faire, c'est de prendre les arrêts de la Cour et aussi les demandes et des décisions préjudicielles comme des opportunités pour réfléchir sur des possibles changements ou pour l'évaluation elle-même de l'application du règlement. Donc, je commence avec les sources et la question préjudicielle comme source. Et bon, là, du point de vue du nombre de questions, il y a eu, je pense que ça est aussi connu, il y a eu un nombre de questions, bon, surtout sur l'article 7, paragraphe 2, après sur l'article 7, paragraphe 1, après c'est l'article 1 sur lequel les questions sont les plus nombreuses. Mais évidemment, ça c'est pas une donnée que l'on puisse interpréter de façon absolue parce que le fait qu'il y ait très peu ou relativement très peu de questions sur le chapitre 3, la reconnaissance et l'exécution, et ne veut pas forcément dire que le chapitre fonctionne bien. Non, ça veut dire plutôt que l'on n'a pas eu le temps d'appliquer ce chapitre. Et aussi, il faut savoir que lorsque les dispositions de ce chapitre continuent les dispositions du règlement Bruxelles 1, les questions qui étaient en cours en 2012 sont des questions dont la réponse pourrait être aussi utile lors de l'évaluation. Et après, il n'y a pas eu presque de questions sur, par exemple, l'article 29, la litispendance, et pourtant c'est un article difficile à appliquer. Et donc, je dirais que le nombre de questions n'est tellement significatif. Et lorsque l'on analyse l'application du règlement du point de vue du nombre de questions et pays d'origine des questions, des demandes de décisions préjudicielles, et là, c'est très clair. Il semble qu'il y a des pays qui sont très actifs, donc l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas,
il y a d'autres pays qui posent très peu de questions, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, et il y a des pays qui ne posent pas du tout de questions. Et encore une fois, cela ne veut pas forcément dire rien de très intéressant pour l'évaluation de l'application, parce que on ne peut pas dire qu'au Portugal, les règlements s'appliquent toujours bien ou qu'ils ne s'appliquent pas ou qu'il n'y a pas de questions transfrontalières. Il serait plus intéressant d'examiner comment le système procédural du Portugal fonctionne dans le sens, est-ce qu'il est facile d'arriver jusqu'à la dernière instance, parce que c'est la seule instance qui est obligée de poser la question préjudicielle. Donc, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en considération lorsque l'on analyse le nombre de questions par pays. En plus, et ça a déjà à voir avec les types de questions, donc je reviens après sur les types de questions, on voit très clairement que lorsque les pays, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche posent des questions, et à plusieurs fois, il ne s'agit pas des problèmes du règlement lui-même, mais plutôt de comment les règlements s'intègrent ou ne s'intègrent pas dans le système national. Donc, les problèmes d'application du règlement n'est pas forcément un problème d'application du règlement Bruxelles 1 bis, mais plutôt un problème qui devrait être analysé du point de vue du système interne. Et on se pose aussi la question du point de vue combien de questions on a reçues des différents opérateurs juridiques. Et ça, évidemment, le fait que les notaires ou que les greffes ou que les avocats ne posent pas de questions ne veut pas dire pas du tout que le règlement s'applique bien de ce côté-là. C'est tout simplement que l'article 266 du traité ne permet pas de poser des questions. Donc, quand on analyse l'application du règlement de ce point de vue, les demandes de décisions préjudicielles ne vont rien nous dire. Maintenant, je me suis dit quel type de questions l'on pose à la Cour en vue de voir si vraiment ces questions posent des problèmes d'application. Évidemment, les motifs d'une DDP ne sont pas toujours faciles à déceler. Donc, j'ai fait une espèce de taxonomie dont le propos est tout simplement l'explication ici aujourd'hui, mais qui me semble peut-être rassembler les différentes raisons que j'ai trouvées dans mon expérience, pourquoi est-ce que l'on pose des questions. Et je dirais d'abord qu'il y a la première raison, c'est que la règle telle qu'elle a été formulée par les législateurs est très difficile à comprendre. Donc ici, je dirais peut-être l'article 1, paragraphe 1, et cette idée des matières civiles et commerciales et acta iure imperi. Lorsque je vois pendant les 5 dernières années les questions que l'on a posées à la Cour, je pense que c'est peut-être la règle qui pose des problèmes. Et l'idée de base ne me semble pas si difficile à appliquer. Donc, cette idée de lorsqu'à chaque fois qu'il y a une manifestation de prérogatives de puissance publique par l'une des parties au litige, en raison de l'exercice par celle-ci des pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particulières, la matière n'est pas civile et commerciale. Cela ne me semble pas peut-être si difficile à comprendre. Par contre, je crois que l'effet que l'on utilise les mots acta iure imperi, ça change complètement la donne. Et on pense immédiatement, malgré la Cour en train d'insister, non, cela n'a rien à voir, ou cela n'est pas tellement, on ne peut pas associer cela tout de suite au droit des immunités. C'est très difficile à ne pas les faire et c'est ça qui pose des problèmes. Et le deuxième type de questions de DDP, la raison d'être pourrait être que la règle telle qu'elle a été formulée, conçue par les législateurs, n'est pas adaptée à toutes les situations qu'elle vise. Et déjà, depuis dès les premiers moments, donc lorsqu'on pense à l'article C2 et aux actions en dommages qui consiste exclusivement dans une perte financière, on voit que la règle du premier moment a eu des problèmes.
Ici, la Cour a essayé d'abord de donner un effet utile à la règle et de faire en sorte que la règle soit utilisable lorsque, autrement, on tomberait sur le domicile du défendeur. Elle a dédoublé les chefs de compétences. Après, elle a essayé de rester fidèle à elle-même, de rester cohérente dans le sens d'appliquer toujours ce dédoublement à n'importe quelle responsabilité, à n'importe quel délit de responsabilité non contractuelle et à n'importe quel dommage. Et c'est là en essayant de rester fidèle à elle-même, ça a posé des problèmes. Donc, il faut, à mon avis, que le législateur réfléchisse sur l'article 102 et il faut aussi qu'il réfléchisse sur ce que la prévisibilité veut dire. La troisième peut-être raison d'être des questions posées à la Cour, c'est que la règle telle qu'elle est formulée et conçue par les législateurs est insuffisante ou très difficile à appliquer parce que le contexte d'aujourd'hui est différent de celui de 2012. Et ici, c'est très clair, on songe au contexte internet et à tous les problèmes qu'il pose pour l'application de l'article 7. Ici, il faut se rendre compte que la Cour n'a pas, parmi les outils d'interprétation que la Cour a, elle n'a pas cette idée que, par exemple, l'on a de façon explicite dans le Code civil espagnol d'interpréter la règle à la lumière du temps où la règle est appliquée. Donc, l'idée de faire évoluer la règle avec les contextes, c'est quelque chose que, du moins, la Cour n'a pas de façon, du moins, explicite. La quatrième raison pourrait être que la réponse de la Cour n'est pas satisfaisante. Donc, il y a une DDP qui se pose mais le problème, c'est que la Cour a les mains liées et qu'elle ne pouvait pas décider autrement. Et ici, je pense au cas où la Cour, lorsque on lui a posé la question du domicile du défendeur qui est un consommateur, et que on a posé à la Cour la question sur l'internationalité de la situation et s'il fallait que l'internationalité de la situation en vue d'appliquer la section de protection du consommateur, cette internationalité soit donnée déjà au moment de la célébration du contrat ou si elle peut apparaître après et dû à un déménagement du consommateur. La Cour a donné une réponse qui n'est pas peut-être très satisfaisante, mais à la lumière de l'article 19 du règlement, la Cour ne pouvait pas décider autrement puisque là, la situation des domiciles dans les mêmes États membres du professionnel et du consommateur est décrite. Donc, je pense que la Cour ne pouvait pas faire autrement et la réponse n'est pas satisfaisante, mais c'est au législateur d'intervenir. Après, il y a les cas où la juridiction nationale ne sait pas comment projeter une réponse de la Cour sur un cas similaire ou n'ose pas inférer une réponse. Là, jusqu'à un certain point, on pourrait dire que le problème n'est pas un problème ni du législateur ni de la Cour, c'est un problème national, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de déterminer si un cas est similaire ou par contre est un cas différent. Et c'est là que je vais proposer des exemples après. Et finalement, et ça je l'ai mis un peu entre parenthèses, et la règle n'est pas adaptée au système de l'État membre de la juridiction de renvoi. Et là, je ne pense pas que ce soit... Je ne suis pas sûre, je ne sais pas si c'est au législateur d'intervenir et si c'est un problème d'application de règlement ou pas. Lorsque l'on pense à l'évolution du système Bruxelles, on se rappelle que lorsque l'on a modifié le règlement lors de l'adhésion du Royaume-Uni et de la Danemark, on a ajouté des règles, on a modifié quelques règles du règlement justement parce que l'on voulait faciliter la vie du Royaume-Uni et de la Danemark. Donc, je me pose la question, est-ce que vraiment on ne peut pas songer à modifier le règlement en ayant en compte, en prenant en considération quelques systèmes juridiques qui ont vraiment des problèmes pour l'adaptation au règlement. Mais pour cela, il faudrait évidemment faire une étude des systèmes juridiques nationaux. Je ne pense pas que la Commission
puisse faire ça seul. Euh, donc, ici, j'avais quelques exemples sur des questions qui vraiment la juridiction d'origine, la juridiction de renvoi, et trouve des problèmes à faire marcher les règlements dans son système interne. Et ici, on les voit avec les actions collectives, les systèmes de représentation des intérêts collectifs aux Pays-Bas. On a eu déjà quelques questions qui se sont posées, qui ont été posées à la Cour. Et je pense que on va réfléchir sur ce sujet-là, et plutôt parce qu'on a la directive et pas parce que l'on a eu des questions du Pays-Bas. Mais je pense que même sans la directive, on aurait dû faire attention et prendre en considération ce type de questions. Maintenant, analyse les types de réponses de la Cour, encore une fois, du point de vue de l'application du règlement. Et bon, les types de réponses de la Cour, on a les ordonnances de radiation, on a l'ordonnance de l'article 99 et on a des arrêts. Et on pourrait se dire, bon, lorsqu'on a une ordonnance, c'est parce que finalement, on n'a pas de problème. Et non, c'est pas vrai du tout. Lorsqu'on a une ordonnance de radiation, d'après l'article 100 du règlement de la Cour, cela veut tout simplement dire que les parties sont arrivées à un accord. Donc, la question pourrait très bien être très intéressante. Et malheureusement, la Cour n'a pas pu s'en occuper. Et il y avait un exemple qui me semblait intéressant, mais d'une question qui avait été posée par le Portugal et qui finalement a été radiée. Et la question était sur l'internationalité de la situation lorsque les partis étaient tous les deux domiciliés au Portugal, mais qu'il y avait une clause attributive de juridiction à un autre État membre. Donc, la Cour voulait savoir si l'élément d'extranité était suffisant pour entraîner l'application du règlement. Et aussi, elle se posait la question, est-ce que l'on peut écarter l'application de cette clause attributive de juridiction si les choix de la juridiction de l'autre État membre pose des graves inconvénients à l'une des parties et que, par contre, il n'y a pas un intérêt valable de l'autre partie qui justifie les choix de juridiction. Donc, on était encore une fois dans le domaine de l'abus des droits et on était dans les domaines de l'internationalité. Je crois que c'était une question qui aurait été très intéressante à résoudre, mais malheureusement, comme je viens de le dire, la question a été radiée. Après, lorsque la Cour répond par ordonnance, et encore une fois, le fait que l'on réponde par ordonnance, c'est parce que la réponse peut être clairement déduite de la jurisprudence ou parce que la question ne pose pas des problèmes. Et encore une fois, je pense que cela ne veut pas forcément dire qu'il n'y ait pas de problème. D'abord, on voit des différences entre les ordonnances. Il y a des ordonnances qui ne sont pas traduites, donc elles sont publiées en français et dans la langue de la procédure, et tandis que d'autres ordonnances sont traduites dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Je pense que cela est déjà un signe que la question n'était pas si facile. Et après, c'est pas après que lorsqu'on a une ordonnance, la question est tranchée, pas du tout. Et on peut trouver des questions où l'on s'est dit, ça, on pourrait les résoudre par ordonnance. Et finalement, on trouve on décide de résoudre par arrêt de grande chambre. Et ici, je crois que il y a un exemple qui est très intéressant, qui est, ici, c'était pas une ordonnance, mais lorsque l'on a décidé, on s'est posé la question de la délimitation entre l'article 7, paragraphe 1 et l'article 7, paragraphe 2, on a eu d'abord Bloxiter, qui a été un arrêt chambre à 3 sans conclusion, et quelques années après, on a eu Wikingerhof, qui est un arrêt de grande chambre. Et justement, lorsqu'on s'est posé comment est-ce qu'on va traiter cet arrêt, à un moment donné, on s'est dit, mais écoutez, la question était déjà tranchée à proximité, donc une ordonnance de l'article 99 suffit. Et finalement, on est arrivé à la conclusion, non, la question est suffisamment importante
et n'est pas clair du tout, et il faut qu'il y ait un arrêt de grande chambre. Donc, il faut, à chaque fois que l'on analyse les réponses de la Cour, il ne faut pas croire que parce que la Cour a répondu par ordonnance, la question n'existait plus et ne pose pas de problème d'application du règlement. Après avoir analysé la Cour comme source ou la DDP comme source des problèmes d'application du règlement, je me suis posé la question de quels seront les critères d'évaluation, comment est-ce qu'on va analyser les données et l'information que l'on a reçue. Et là, je ne sais pas quels seront les critères que la Commission va utiliser. Et j'imagine qu'on va d'abord proposer des critères quantitatifs, on va faire des statistiques parce qu'on les fait toujours depuis quelque temps. Mais après, il va falloir analyser les fonds de façon sérieuse. Et donc, je pense qu'il y a un critère qui est inévitable et c'est le critère de comment les règlements se portent du point de vue des droits à un procès équitable, donc de l'accès aux tribunaux et du droit de la défense. Et là, c'est pas seulement le chef de compétence qu'il va falloir analyser de ce point de vue, il va falloir analyser tout. Et donc, les règles d'application, la dépendance, la connexité, et pourquoi est-ce qu'on fait le contrôle de la propre compétence seulement lorsque les défendeurs ne comparaient pas ou seulement lorsqu'il s'agit d'un critère de compétence exclusive. Il va tout falloir analyser, aussi les chapitres 3, la reconnaissance et l'exécution. Et il va falloir les faire. Il va falloir aussi analyser la délimitation de la matière. Et, lorsque l'on décide que l'on va appliquer l'article 7.1, donc que la matière tombe sous le domaine d'application de l'article 7, paragraphe 1 et pas les paragraphes D, il faut analyser cette solution du point de vue du droit à un procès équitable. Donc, ces critères, j'ai choisi quelques questions pour voir comment ils se portent. Et justement, lorsque l'on se pose la question du droit à un procès équitable et du point de vue de l'équilibre des parties, il me semble que la jurisprudence de la Cour montre déjà des problèmes d'application du règlement. Donc, je propose des exemples. D'abord, sur la délimitation de la matière, je pense que les arrêts flight et l'arrêt malétique, l'arrêt malétique était sur la notion d'autres parties au contrat, et nous disent qu'il faut réfléchir sur l'extension peut-être de la section des consommateurs et aussi au contrat de transport, n'importe lequel contrat de transport, et qu'il faut aussi réfléchir sur la question de l'application de la section des consommateurs et à la responsabilité non contractuelle. Et que ces deux arrêts de la Cour a étendu d'un côté la matière d'application à l'article 7, paragraphe 1, et après la notion d'autres parties au contrat à des parties qui n'avaient pas vraiment conclu le contrat. Cela montre qu'il y a des problèmes d'application qui doivent être adressés par les législateurs. Il me semble aussi que du point de vue de l'équilibre des parties, il faut réfléchir sur les problèmes qui a été montré par cet arrêt-là. C'est l'arrêt où j'ai parlé auparavant, l'arrêt où l'on se pose la question de l'internationalité de la situation au moment de la célébration du contrat ou au moment du litige, et que l'internationalité n'existait pas au premier moment, mais seulement au deuxième moment parce que les consommateurs ont déménagé. Et donc, il faut à chaque fois que les professionnels suivent les consommateurs, n'importe l'état où il a déménagé. Là, il me semble aussi que du point de vue de l'équilibre des parties, il faut réfléchir sur la règle. L'article 15 ici était l'article 15 de la Convention de Lugano 2, mais il faudrait réfléchir sur la même règle dans les règlements Bruxelles 1 bis.
et faire en sorte que ce soit clair qu'il faut qu'il y ait une connexion entre les professionnels et les pays où les consommateurs se trouvent à présent au moment du litige. Je me suis aussi posé d'autres questions. Évidemment, je ne sais pas avec l'intention de dire que ce sont les seules questions sur lesquelles il faut réfléchir, mais ce sont celles qui ont attiré mon attention. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il faut réfléchir encore une fois sur la solution Diego-Brand? Ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est un arrêt où la Cour a dit que pour pouvoir s'opposer lors de la reconnaissance d'une décision d'un autre État membre, il faut que la personne contre laquelle la reconnaissance a été demandée ait épuisé les moyens de recours qu'il a dans l'État d'origine. Et je ne sais pas si du point de vue du droit de la défense, c'est vraiment nécessaire de faire cette espèce de continuation entre la défense que l'on fait dans l'État membre d'origine et la défense que l'on essaye de faire dans l'État membre où la reconnaissance est demandée. Je ne pense pas que cette continuité soit déjà possible, mais je ne pense pas non plus qu'elle soit déjà désirable du point de vue des droits de la défense. Et c'est vrai que la Cour semble être convaincue que cette solution est la bonne, donc elle a repris la solution à l'arrêt Meroni, mais il y a très peu, on a vu que déjà la solution elle-même n'est pas très claire et dans les conclusions de cet arrêt, de l'arrêt qui est sur l'écran, on voit qu'il y a déjà deux interprétations sur cette question. Il y a des auteurs qui comprennent cette idée d'épuiser les voies de recours comme une condition préalable à l'examen de l'ordre public, tandis que d'autres y voient plutôt un élément d'appréciation du motif de refus, ce qui est une chose tout à fait différente. Donc c'est pour cela que je pense qu'il faut réfléchir encore une fois sur cette question. Et il me semble aussi que l'application du règlement a déjà montré qu'il faut penser à incorporer la nature transfrontalière d'une situation à la réglementation elle-même. Ici, je pense à un cas qui est toujours pendant, donc on a les conclusions, un cas où il a fallu réagir à une injonction de payer qui a été notifiée dans un État membre, mais il fallait réagir dans un autre État membre et la réaction a été tardive de 3 jours parce il aurait fallu réagir dans 8 jours, si je me rappelle pas mal, et selon la procédure, les droits de la procédure de l'État membre d'où venait l'injonction de payer et que les avocats de la partie du défendeur ont réagi 3 jours après. Et donc, l'État membre d'origine de l'injonction de payer a dit que non, c'était trop tard. Et ça me semble que du point de vue du droit en procès équitable n'est pas raisonnable. Donc, il faut réfléchir à cela. Et on peut toujours rester avec la règle de l'autonomie procédurale, l'efficacité, le principe d'efficacité, le principe d'équivalence, mais cela serait limité à chaque fois à chaque État membre et donc la solution ne serait pas pareille partout. Et donc, je pense que la meilleure solution serait de modifier les règlements eux-mêmes. Et une autre question sur laquelle je réfléchis du point de vue du droit en procès équitable, je me pose la question s'il faudrait songer à donner une efficacité horizontale aux règles de compétences. Ici, c'est à l'arrêt MG contre HH que je pense. Pardon, pas à l'arrêt, à la demande de décision préjudicielle, parce que finalement, il s'agit d'une question qui a été radiée, mais où l'on posait à la Cour la question si l'article 4 a une efficacité horizontale, l'article 4 du règlement, de façon que le défendeur qui est défendeur dans un État membre ou dans un État tiers
peut s'opposer à la partie demanderesse directement et pas d'une façon triangulaire, qui ne sont pas en disant au juge que sa compétence n'est pas bien fondée, mais en disant à l'autre partie que elle n'a pas le droit d'intenter son action devant ce juge-là, puisqu'il faut le faire devant les juges du domicile du défendeur. Et là, j'imagine que la réponse va être immédiatement non. Ça, c'est une idée plutôt des pays anglo-saxons. Oui, je suis d'accord qu'en général, la réponse serait plutôt négative. Mais lorsque l'on parle des règles de protection, des chefs de compétences de protection, je pense que la question pourrait être différente. Et déjà, la façon dont les règles sont rédigées pourrait nous faire penser à une autre solution. Et je pense aussi que avoir cette efficacité horizontale des règles de compétences parfois ou dans quelques domaines serait une façon d'assurer que la politique législative substantive qui est derrière la règle, donc par exemple la protection des travailleurs, la protection des consommateurs, serait mieux assurée si l'on donne aux parties la possibilité de se défendre comme si elle avait un droit subjectif. Le deuxième critère que je pense qu'il faut projeter sur l'évaluation du règlement, c'est évidemment la cohérence. Et la cohérence, c'est un mot à plusieurs significations. Donc, évidemment, c'est la cohérence interne du règlement. Et là, je pense qu'il y a encore des choses à faire. C'est peut-être un peu étrange de parler de cela et quand on a eu la Convention de Bruxelles et les règlements Bruxelles 1 et les règlements Bruxelles 1 bis, mais il semble qu'il y a toujours des problèmes de cohérence interne du règlement, même du point de vue de la rédaction, on tombe immédiatement sur des problèmes de cohérence. Et lorsque l'on réfléchit un peu plus loin, on trouve immédiatement aussi des questions de problèmes de cohérence. Et, par exemple, comment est-ce qu'on applique l'article 29 lorsque l'on est dans le domaine du droit de la consommation? Je ne sais pas comment est-ce qu'on l'applique. Donc, il faudra réfléchir à cela. Mais c'est évidemment la cohérence du règlement, la cohérence du système qui est plus difficile à maîtriser. Et là, on a encore des différents niveaux de cohérence. Et on peut parler de la cohérence avec les règlements qui sont les plus proches au règlement Bruxelles 1 bis. Et on peut parler d'un cercle intermédiaire, donc de ces règlements qui sont adoptés sur la base de l'article 81 du traité, et parce que ce sont des règlements qui fonctionnent pour améliorer la coopération judiciaire, mais dans des domaines spécifiques, donc les règlements sur les aliments, les règlements de la famille ou sur la succession. Et après, il y a la question de la relation du règlement Bruxelles bis avec les autres instruments qui ne sont pas pour la coopération, mais où il y a des règles de compétences ou d'autres règles, par exemple sur les règlements protection des données ou la directive sur les collective redress. Et là, la réflexion doit être, à mon avis, qu'il faut oublier, il faut changer la façon de penser. Il faut oublier que le règlement Bruxelles bis a été l'instrument mère. Il a été à un moment donné, l'histoire est là, mais aujourd'hui, les influences sont des influences mutuelles. C'est pas seulement l'influence du règlement Bruxelles bis sur les autres, ça marche dans toutes les directions. Et même dans les inner circles, même dans les règlements qui sont très proches, on a pu voir, et la Cour a montré que les termes ne signifient pas la même chose. Donc, il faut penser à cela. Et ici, et les illustrations que j'ai prises du problème, que j'ai trouvé dans la jurisprudence de la Cour,
Et la Cour ne s'occupe pas souvent de la cohérence directement, sauf lorsque l'on pose la question de la délimitation du champ d'application, du domaine d'application des deux règlements. Donc, par exemple, dans le domaine de l'insolvabilité, et je pense que dans le futur, ça va venir à plusieurs reprises parce qu'il y aura des problèmes avec les règlements sur le régime matrimonial ou le régime patrimonial des couples. Mais sinon, la cohérence apparaît dans la jurisprudence de la Cour surtout comme argument pour appuyer des conclusions sur l'interprétation du règlement Bruxelles 1 bis. Et ici, la Cour a tendance de plus en plus à s'appuyer sur les considérants 7 des règlements Rome 1 ou Rome 2, surtout Rome 2, pour appuyer l'interprétation du règlement Bruxelles 1 bis. Et j'ai pris comme exemple l'arrêt Verein für Konsumenteninformation. Et là, il s'agissait d'interpréter l'article 7, paragraphe 2 du règlement. Et lors d'un dommage que la Cour a compris comme dommage patrimonial, elle est arrivée à la conclusion que les dommages étaient subis, les lieux de matérialisation du dommage étaient les pays ou les lieux d'achat de chaque véhicule. Et après, elle a essayé de renforcer cette conclusion à l'appui de l'article 6 du règlement Rome 2. Donc, lorsque je vois ça, je me dis, bon, bah, c'est très bien de travailler de cette façon-là, mais cela devrait mener le législateur à réfléchir d'abord. Est-ce qu'il faudrait réfléchir sur l'idée du forum use de façon directe et pas laisser la Cour de le faire à chaque fois ici et là, parce que finalement, il s'agit de la cohérence entre les deux règlements et le but final est que les juges puissent appliquer sa propre loi. Après, je me pose la question, est-ce que l'on devrait, et ça c'est une chose que la doctrine soutient, est-ce que l'on devrait insérer en considérant cette aussi dans le règlement Bruxelles 1 bis? Et mon idée serait peut-être pas, parce que en considérant quelque chose qui, ça va m'aider pour la prochaine partie de mon exposé, en considérant quelque chose que les gens doivent comprendre. Et je ne suis pas sûre que les considérants 7 du règlement Rome 2 soient bien compris. Déjà, lorsque je regarde ce que la Cour a dit, on voit que la Cour parle d'exigences de cohérence prévues aux considérants. Je crois que les considérants ne parlaient pas d'une exigence de cohérence, elle parlait d'un désir de cohérence, mais pas d'une exigence. Et après, la cohérence, pour être sérieux, il faudrait à chaque fois analyser l'article du règlement Rome 1 ou Rome 2 pour savoir si vraiment les chefs de compétences, les points de rattachement mènent à la même loi, au même État membre et à chaque fois. Et là, c'est un effort que je ne sais pas si on considère ou on se rend compte qu'il faut faire ça seulement avec un considérant. Donc, comme je viens de le dire, cela me mène à la question au moment de réaction, lorsque la Commission aura fait son évaluation de l'application du règlement, comment est-ce qu'elle va réagir? Et comme je disais tout au début, je suis sûre qu'elle va réagir en train de changer quelque chose, mais la question serait, est-ce que l'on va changer les dispositions, ajouter des dispositions, gommer des dispositions, donc est-ce qu'on va légiférer ou est-ce qu'on va plutôt expliquer? Et c'est très clair qu'il y a beaucoup de choses qu'il suffirait de les expliquer plus tôt, et de les expliquer plus pour qu'il y ait moins de questions qui se posent à la Cour de justice. Mais en même temps,
Et c'est vrai qu'en plus, si l'on avait plus de considérantes lors de la discussion politique, et on aurait moins de problèmes parce que bon, les préambules est élaboré, voté, est approuvé, et il est plus facile, il semble, pour l'instant, de se mettre d'accord sur les considérants que de se mettre d'accord sur quelques règles. Pourtant, il faut faire attention avec les considérants parce que d'abord, lorsque je regarde la version française et la version espagnole des considérantes, je me rends compte que soit la traduction, soit, je ne sais pas où est le problème, mais on voit que lorsqu'on utilise les subjonctifs lors du considérant 12 et plusieurs considérants du règlement Bruxelles en bis en français, tandis qu'en espagnol, on utilise l'impératif. On utilise soit l'indicatif, soit l'impératif. Donc, ça fait une différence. Et surtout si l'on pense à une personne qui soit juriste, mais qui ne soit pas habituée à appliquer le règlement. Après, il y a des considérants qui sont complètement inutiles, qui ne servent à rien parce qu'ils disent la même chose que l'article. Après, il y a des considérants qui sont utiles, évidemment, parce ils présentent des exemples et donc ils sont utiles. Mais après, il y a finalement des faux considérants, donc ces considérants que ajoutent vraiment une règle, là où la règle, la disposition elle-même ne dit rien. Et je ne sais pas vraiment comment un praticien doit réagir. Et, par exemple, lorsque l'on songe à l'article 25, la clause les choix d'élection, l'accord d'élection d'effort, et que l'on songe au considérant 20, on sait que l'idée qu'il faut évaluer la validité de l'accord en appliquant les règles de conflit des lois de l'État dont la juridiction a été choisie, c'est quelque chose qui est dit dans les considérantes, mais pas dans la règle. Donc, c'est pour cela que je trouve que ça serait très bien d'expliquer mieux quelques dispositions qu'il ne faut pas nécessairement avoir de nouvelles règles, mais je me dis peut-être pas dans les considérants. Peut-être il faudrait penser à des guides pratiques, quoique les guides pratiques que l'on a sont, il faudrait les mettre, il faudrait bon, ils sont vieilles d'abord, et je ne sais pas si elles sont trop utilisées. Donc, si je me pose la question, où est-ce qu'il faudrait absolument légiférer et où est-ce qu'il suffirait expliquer à la lumière des derniers arrêts de la Cour, je me dis qu'il faut absolument légiférer en ce qui concerne l'article 35, tandis que pour l'article 8, il suffirait de l'expliquer mieux. À l'article 35, la Cour, dans l'arrêt Toto, devait réfléchir sur lorsque on a demandé des mesures provisoires à une juridiction qui est compétente quant au fond et que la juridiction a dit non, les motifs pour prononcer des mesures provisoires n'existaient pas, donc la réponse est négative, et que les demandeurs décident de demander les mêmes mesures provisoires ailleurs sur la base de l'article 35. Et la Cour devait décider si cette deuxième Cour devait se déclarer incompétente. Et la Cour a répondu non, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie entre l'effort, l'article 2 et l'article 35. Donc, il faut pas préférer la décision du juge du fond. Et là, je pense que la Cour a raison. Il n'y a pas une hiérarchie formelle, mais puisque cette hiérarchie n'existait pas dans la lettre du règlement, il faut absolument que les législateurs interviennent et qu'ils changent les règlements pour que ce soit clair que, bon, c'est peut-être pas une question de hiérarchie, mais il y a quelque chose qui nous mène à ne pas, qui nous mène à nous déclarer incompétentes ou bien à ne pas prononcer les mesures provisoires si le juge qui est compétent quant au fond a déjà dit non et que, évidemment, la situation n'a changé pas du tout. Tandis que pour ce qui est de l'article 8, il me semble que expliquer comment il marche, c'est vrai que
apparemment, lorsque l'on regarde l'arrêt CDC et l'arrêt 7K, on pourrait avoir l'impression que lorsque la Cour qui a été saisie en première s'est dessaisie, non, pardon, mais lorsque la Cour qui a été saisie, parce que c'est la Cour du domicile du défendeur ou d'une première demande, et qu'elle se déclare incompétente ou qu'elle est dessaisie par rapport à ses premiers défendeurs ou à cette première prétention, la question si elle peut toujours continuer à connaître sur les autres défendeurs ou sur les autres demandes. Et la réponse a été différente dans chacun des arrêts, mais je pense qu'il suffit d'expliquer que les raisons étaient tout à fait différentes. Dans la première, les juges se dessaisit dans l'arrêt CDC parce que les défendeurs, les premiers défendeurs avaient arrivé à un accord avec les demandeurs, la partie demandeuse, tandis que dans l'autre arrêt, la Cour s'est déclarée incompétente pour la première prétention et dû à la connexité, elle ne pouvait plus continuer à connaître de la deuxième question et il ne s'agissait pas du tout d'une question de perpetuatur jurisdictionis. Mais ça, je pense qu'il suffirait de l'expliquer peut-être dans un considérant, peut-être dans une guide pratique et que l'on n'a pas besoin de légiférer là-dessus. Si je me pose maintenant la question des réactions sur les fonds, et la question serait si la Cour peut être pas seulement un fournisseur ou un indicateur des problèmes d'application, mais si la Cour pourrait aussi fournir des solutions. Et ça, on l'a vu par le passé, on a vu que le législateur s'appuyait sur la Cour pour adopter des solutions. Et je crois que tout le monde serait d'accord, presque tout le monde serait d'accord en ce que par exemple, la solution de la Cour pour dans l'arrêt e-date et les centres d'intérêt principal de la victime serait une bonne solution législative, mais il faut se rendre compte que la Cour n'est pas le législateur, donc du point de vue formel, il faut discuter au niveau législatif sur cette solution, aussi parce que la Cour décide toujours sur les cas d'espèce et elle est toujours limitée dans les considérations qu'elle peut prendre, qu'elle peut prendre en considération lorsqu'elle prononce une solution. Donc, il faut que le législateur analyse la solution d'un point de vue beaucoup plus vaste avant de voter cette solution et d'en faire une disposition législative. Et donc, la Cour est très coincée. Et de ce point de vue, du point de vue des réactions sur les fonds, du point de vue de l'analyse des problèmes d'un angle plus vaste et de proposer des solutions plus créatives, c'est vrai que le regard de l'avocat général est beaucoup plus intéressant. Et ici, j'ai reproduit ma traduction d'un paragraphe, d'un article qui a été publié par une collègue espagnole parce que j'ai bien aimé son point de vue. Elle a analysé un arrêt de la Cour. Elle est arrivée elle est arrivée à son avis était finalement bon. La Cour ne se trompe pas, mais sa portée est à la portée de feu de position dans une voiture, tandis que l'avocat général qui a essayé de regarder plus loin et ses conclusions sont les conclusions ce sont les feux de route. Et j'ai trouvé que ça, c'était une bonne métaphore pour décrire les rôles de chacun. Donc, j'arrive jusqu'à la fin. Lorsque je me pose la question, j'essaie d'avoir des illustrations sur est-ce qu'on pourrait, comment est-ce qu'on devrait répondre à la question qui est posée directement à la Commission dans l'article 79. Est-ce qu'il faut réfléchir sur l'application du règlement et il faut réfléchir sur l'extension des règles de compétences aux défendeurs domiciliés dans un pays tiers. Et là, j'ai laissé les slides, je les laissé sans réponse parce que vraiment, je ne pense pas que la Cour ait donné une réponse à cette question-là. La Cour a évidemment une tendance à vouloir appliquer les règlements. Ça, on l'a vu lorsque dans les arrêts
où l'on ne connaissait pas les domiciles du défendeur. Et la Cour a dit, ben, on va de toute façon appliquer le règlement Bruxelles 1 ou Bruxelles 1 bis, mais elle a été très prudente dans le sens qu'elle a dit aussi, oui, mais il faut aussi être sûr, être certain que la personne n'est pas domiciliée dans l'Union européenne. Donc, on ne connaît pas les domiciles, mais on ne sait pas si elle est domiciliée ailleurs. Donc, je pense qu'il y a cette tendance à étendre l'application du règlement, mais la Cour n'est pas allée si loin que ça. Et bon, maintenant, le floor is yours et bon, c'est fini.